Aujourd'hui, eh bien, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un qui nous est très proche, même si elle vit un peu loin. Mais c'est donc une proximité intellectuelle avec Édouard Glissant. Je vais parler donc de Lise Gauvin qui est présente à Paris cette semaine. Je voudrais rappeler, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore bien, qu'elle est professeure émérite à l'Université de Montréal, qu'elle est essayiste, qu'elle a écrit de très nombreux essais sur la francophonie, dont peut-être le plus connu en France, en tout cas, est La fabrique de la langue, un texte qui a été beaucoup commenté, de François Rabelais à Régent Ducharme, qui est paru au Seuil. Elle est aussi écrivain, auteur de récits, de nouvelles. Et puis, c'est aussi sa fréquentation de la pensée et de la personne d'Édouard Glissant qui me donne très envie de l'entendre, d'autant qu'un livre est sorti, est paru à partir de ses entretiens sur l'imaginaire des langues. Et c'est en quelque sorte à partir de ce texte et de cet entretien qu'elle va proposer aujourd'hui sa conférence, puisqu'elle s'intitule cette conférence du tourment de langage à la pensée du tout langue. Et ce tourment de langage vient après une question justement qu'elle pose à Édouard Glissant. Je voudrais d'ailleurs lancer un peu cette intervention par la réflexion d'Édouard Glissant à la fin de cet entretien. Alors que justement ce tourment de langage inquiète pour le meilleur certains peuples, d'autres semblent ignorer ce tourment, mais la note finale d'Édouard Glissant sur cette idée du tourment des langues est plutôt optimiste, et je vous la lis pour lancer cette intervention. Voilà ce que disait Édouard Glissant dans sa réponse. Les langues s'appauvrissent. Mon espoir, c'est que cette espèce de fragrance, de variance, d'infinie multiplicité des contacts, des conflits de langue, va donner naissance à un nouvel imaginaire de la parole humaine qui va peut-être transcender les langues. Je ne veux pas être prophète, mais je pense qu'un jour, la sensibilité humaine va aller vers des langages qui vont dépasser les langues, qui vont intégrer toutes sortes de dimensions, de formes, de silences, de représentations qui seront autant de nouveaux éléments de la langue. Donc, Lise Gauvin, merci de venir présenter votre propos à partir de ce tourment de langage, donc, et vers la pensée du tout langue. Je vous remercie. Et je remercie l'Institut du Tout-Monde de m'avoir invité à partager avec vous ces réflexions de Glissant. Et je suis d'autant plus émue d'être ici que la dernière fois que je suis venue à l'Institut du Tout-Monde, c'était pour entendre Glissant lui-même à la Maison de la Bibliothèque. Alors, je voudrais commencer par un bref hommage à Glissant qui a été publié dans une revue québécoise en mars 2011. Je commence comme ça. Que j'avais intitulé, la revue s'appelle la revue Spirale, et j'avais intitulé ce court-texte des outils du poète. Gaston Miron, poète québécois pour qui Édouard Glissant avait une affection toute fraternelle, aimait évoquer les outils du poète, ramenant ainsi l'acte d'écrire à une forme d'artisanat ancrée dans le réel. Édouard Glissant, quant à lui, a mis au point les outils nécessaires à la compréhension du monde contemporain. Un monde en mutation, dont les modèles sont à chercher aussi bien dans le registre du poétique que du philosophique. Car il n'y a de pensée véritable, selon lui, que celle qui rejoint le poème. D'où cette poétique de la relation qui s'applique à développer dans chacun de ses livres, y associant la notion de rhizome, mais aussi celle de créolisation qu'il définit comme un processus permanent, et celle d'archipel,
qui fait image en renvoyant à un ensemble constitué d'éléments voisins, non hiérarchisés, dont chacun garde pourtant son identité propre. Glissant a toujours défendu l'appartenance à un lieu, à la condition que ce lieu ne soit pas synonyme de repli, mais d'ouverture. Le tout-monde qu'il décrit n'a rien d'un universel abstrait, mais correspond plutôt à, je cite, la quantité réalisée de toutes les différences du monde. À propos des langues, il a tenu à souligner le fait que lorsqu'une langue disparaît, l'humanité entière s'appauvrit. L'écrivain d'aujourd'hui, précise-t-il, écrit en présence de toutes les langues du monde et son écriture participe de ce qu'il désigne comme l'imaginaire des langues. C'est cette pensée en mouvement, réfractaire à toute idée de système, que nous avons eu le plaisir, le privilège d'entendre lors de conférences données à Montréal en 1995 et qui ont donné lieu à introduction à une politique du divers. Au cours des 20 dernières années, j'ai pu interroger Glissant sur quelques-unes des questions qui lui tenaient à cœur. Et je garde le souvenir d'un homme chaleureux, généreux de paroles et résolument confiant dans le devenir de l'humanité. Pour tous ceux qui l'ont fréquenté, il y a désormais un avant et un après Glissant. Alors voilà pour l'hommage qui a été publié. Mon intervention de ce soir portera plus particulièrement sur la question des langues telles que présentées dans les essais et les entretiens de Glissant. Et je propose donc de revoir avec vous ce parcours sous le titre du tourment de langage à la pensée du tout langue. Alors, d'abord le tourment de langage. La phrase célèbre de Glissant, j'écris en présence de toutes les langues du monde, pourrait laisser croire, si on ne prend pas garde, à une pensée idéaliste sur la présence des langues à l'heure de la mondialisation. Ce serait se tromper lourdement, car aucun essayiste n'a analysé avec autant de pertinence l'interaction des langues dans l'espace social. À ce sujet, les énoncés du discours antillais et de poétique de la relation sont très clairs. Examinant la situation dans les petites Antilles françaises, il constate « Nous sommes collectivement parlés par nos mots, bien plus que nous ne les pratiquons, que ces mots soient français ou créoles, et que chacun pour soi les manie à la perfection ou non. » Et je comprends cette affirmation « Nous sommes parlés par nos mots » comme l'attestation du fait que la langue préexiste à l'individu et que, par ailleurs, chaque individu naît dans un contexte langagier dont les éléments lui échappent. Le maniement que chacun pour soi peut faire de la langue vient après, comme une compétence individuelle qui n'en reste pas moins conditionnée par la situation socio-historique qui est la sienne. Cette situation est nommée diglossie lorsqu'il s'agit de la domination d'une langue sur une autre ou plusieurs autres dans une même région. Lorsque institué dans une communauté donnée, le rapport diglossique entraîne divers dérèglements, tels la maladie de la langue, une langue de compromis, une langue déstructurée. Et je cite à ce sujet un extrait du discours antillais qui décrit bien la situation de cette maladie de la langue. Alors, je cite Glissant, « Il est vrai tout de même qu'on se trouve malade de l'histoire qu'on ne fait pas, qu'on peut l'être d'une langue. En souffrir le manque, alors même qu'on la pratique et que l'on croit la fréquenter sans problème. Il me semble que c'est la situation de toute langue de compromis. Il est patent que la langue de compromis est là pour remplacer dans une situation donnée deux langues impraticables quotidiennement. Le patois ne pose pas problème à celui qui l'emploie dans un usage quotidien concurrent de l'usage de la langue véhiculaire, mais une langue de compromis qui patoise manifeste de manière implicite la situation dangereuse et la menace d'imperceptibilité de ses locuteurs. Fin de la citation. Ainsi, la menace d'imperceptibilité, d'invisibilité des locuteurs patoisants peut-elle conduire à l'extinction d'une langue. Mais le contexte diglossique peut aussi causer ce que Glissant nomme le délire verbal coutumier. Ou encore, à contrario, le symptôme peut constituer en une valorisation excessive de la langue jugée supérieure qui a poussé les élites des pays en développement à l'usage révérencieux d'une langue de prestige dont on ne se servait que pour s'appauvrir. Le rapport diglossique qui existe dans une société engendre, particulièrement chez ceux qui sont en situation d'écriture, un tourment de langage. Tourment de langage, c'est-à-dire l'impossible à exprimer,
qui se traduit par des poétiques forcées. Il y a une poétique forcée, écrit Glissant, là où une nécessité d'expression confronte un impossible à exprimer. Il peut arriver que cette confrontation se noue dans une opposition entre le contenu exprimable et la langue suggérée ou imposée. C'est le cas dans les petites Antilles francophones, où la langue maternelle, le créole, et la langue officielle, le français, entretiennent chez l'Antillais un même insoupçonné tourment. C'est toujours extrait du discours entier. Le tourment de langage est lié donc à une condition historique imposée. Il est partagé par ceux dont les cultures s'appuient sur des rapports d'inégalité langagière. Tel était le cas, par exemple, de Gaston Miron, poète québécois auquel Glissant rend hommage dans le discours antillais et dans le traité du Tout-Monde. Un Miron sensible à la dérive des langues et à la difficulté de faire émerger le poème d'un contexte qu'il désigne comme celui du non-poème. Et je me permets de vous citer à ce sujet quelques fragments d'un texte tiré de L'Homme rapaillé, un recueil de poèmes de Miron publié chez Gallimard. Et le texte s'intitule « Notes pour le non-poème et le poème ». Alors, je cite, « Le non-poème, ce sont les conditions subies sans espoir de la quotidienne altérité. Le non-poème, c'est mon historicité vécue par substitution. Le non-poème, c'est la dépolitisation maintenue de ma permanence. J'écris dans la catastrophe de ma langue, m'avoue un jour Miron, pour ajouter aussitôt, je m'invente, tel un naufragé, dans toute l'étendue de ma langue. » Miron énonçait par là les deux éléments d'une poétique assez voisine de celle de Glissant, soit la possibilité de naufrage ou d'invention, ou plutôt de naufrage et d'invention, les deux attitudes étant intimement liées. Mais avant de m'arrêter à cette double postulation, je reviens à cette notion de tourment de langage qui entraîne chez ceux qui l'éprouvent, et notamment chez les écrivains, une sensibilité plus grande à la problématique des langues, parce qu'ils appartiennent, dit Glissant, à des zones culturelles où la langue est ce que j'appelle une langue composite, parce qu'ils sont sensibles à la problématique du chaos monde. Cette sensibilité particulière, j'ai proposé de la nommer surconscience linguistique, c'est-à-dire conscience de la langue comme lieu de réflexion privilégié, comme territoire à la fois ouvert et contraint. Écrire devient alors un véritable acte de langage, car le choix de telle ou telle langue d'écriture est révélateur d'un procès littéraire plus important que les procédés mis en jeu. Tourment de langage, donc, que certaines collectivités ignorent, qui vivent dans la possession tranquille de leur langue. Et Glissant constate qu'il y a des gens qui n'y sont pas sensibles, soit parce qu'ils sont cantonnés dans la puissance véhiculaire de leur propre langue, c'est le cas des États-Unis, soit parce qu'ils revendiquent leur langue d'une manière monolingue et irritée. C'est le cas de certains défenseurs du créole. Et c'est aussi le cas de certains défenseurs de la langue française au Québec, acculés à cela par la situation. Et on pourra, si on veut, revenir lors de la discussion sur la situation du Québec. Mais pour l'instant, je reviens à cette absence de sensibilité qu'il reprend dans un des derniers entretiens de l'imaginaire des langues. Il dit « Les gens qui, comme les Américains, les États-Unis, n'imaginent pas la problématique des langues, n'imaginent même pas le monde. Certains défenseurs du créole sont complètement fermés à cette problématique. Ils entendent défendre le créole de manière monolingue, à la manière de ceux qui les ont opprimés linguistiquement. » Alors, la problématique des langues, telle que Glissant la conçoit, repose sur la distinction fondamentale entre langue et langage. Il dit « J'appelle langage une série structurée et consciente d'attitudes face à la langue, une collectivité pratique, que cette langue soit maternelle ou menacée, ou partagée, ou optative, ou imposée. La langue crée le rapport, le langage crée la différence, l'un et l'autre aussi précieux. La même langue, donc, peut créer autant de langages différents. Mais pour qu'une langue devienne langage, il importe qu'elle soit ressentie, vécue par la communauté comme sa langue, c'est-à-dire qu'elle devienne le lieu d'une création ou d'une invention, comme le dit Miron. Dans Introduction à une poétique du divers, Glissant donne l'exemple de la dub poetry jamaïcaine.
Et pour lui, il ne s'agit pas de créoliser le français, mais d'explorer l'usage responsable qu'il appelle la pratique créatrice qu'en pourraient avoir les Martiniquais. Il s'agit alors, pour Glissant, tout autant de faire entendre une langue étrangère au français que de rendre étranger à son usage vernaculaire le créole. Et ici, Glissant rejoint la célèbre affirmation de Proust qui dit « on écrit dans une langue étrangère », ou encore celle de Deleuze et Guattari qui disent la nécessité de faire bégayer la langue. Glissant en appelle un langage qui ne serait pas un simple langage de communication, mais une communication possible entre des opacités mutuellement libérées. Le langage, dit encore Glissant dans son dernier entretien de l'imaginaire des langues, c'est la langue, mais comme dirait Deleuze, minorée, c'est-à-dire utilisée dans une perspective d'art. Ces langages sont autant de stratégies de résistance et de ruse. Le langage du baroque, qui aux Antilles, comme ailleurs en Amérique, est né de refus inconscient du processus d'assimilation, en est une preuve. Et le baroque, dira-t-il encore, c'est l'anticlassicisme. La pensée baroque dit qu'il n'y a pas de valeur universelle, que toute valeur est une valeur particulière à mettre en relation avec une autre valeur particulière et que par conséquent, aucune valeur particulière quelconque peut légitimement se considérer ou se présenter ou s'imposer comme valeur universelle. Une autre stratégie est la création d'un langage mixte fait de la conjonction complexe de l'écriture et de l'oralité. La langue créole serait au départ elle-même le résultat d'une pratique du détour, une technique de camouflage et de ruse analogue à ce qu'on dit que les Noirs américains adoptaient comme attitude linguistique chaque fois qu'ils étaient en présence de Blancs. Il s'agit pour l'écrivain de s'approprier les structures de la langue créole tout autant que les techniques de ses conteurs oraux, leur répétition, leur feinte, leur ressassement, leur rythme. Ce langage met en scène l'opacité en détourant la langue de ses usages connus. Il s'agit de relativiser la langue française. La communication ne passe pas dès lors par l'évidence, mais par des pratiques rendues intelligibles grâce à la force des poétiques. Et d'où cette formule shakespearienne, je te parle dans ma langue, mais c'est dans mon langage que je te comprends. C'est tiré du discours antillais. Alors, c'est donc à partir de la notion de langage que Glissant développe sa phénoménologie du dire, selon l'expression de Fonquois, et qu'il en vient à proposer la théorisation du multilinguisme, considérée comme une façon d'échapper aussi bien au fétichisme de la langue qu'à la domination d'une langue sur une autre. La définition de langage à partager et par-delà les langues employées, écrit encore Glissant, en relation avec la vérité d'une antillianité plurilingue, me paraît dès maintenant devoir être soutenue par une sorte de choix intellectuel et forcément élitaire. Il écrivait cela déjà dans le discours antillais. Alors, le langage tel que le conçoit Glissant permet le retour vers une langue réappropriée, dépossédée de cette erreur atavique, riche de toutes les ruses assimilées et capable de porter l'immense champ du monde. Ainsi, la langue s'archipélise et rejoint la dimension du tout-langue. Et je vais aborder maintenant la pensée du tout-langue chez Glissant, mon deuxième point. La notion de multilinguisme est un des leitmotifs de l'œuvre de Glissant. Ce multilinguisme repose sur l'hypothèse d'une égalité réelle entre les langues et ne doit pas être lié à un usage imposé d'une langue quelconque. Il écrit « La donnée fondamentale du multilinguisme devrait être la libération du locuteur par rapport à tout assujettissement linguistique possible. Par conséquent, l'égalité entre les langues en rapport. Ce n'est presque jamais le cas. La diglossie est la tentation de tout multilinguisme de fait. » Donc, première constatation très réaliste. Alors, le multilinguisme pour Glissant n'est pas une juxtaposition de langues,
ou un macaronnage de textes en langues différentes, ni même l'usage de créolisme. Il est même assez sévère par rapport au créolisme, quand il dit que les créolismes, les régionalismes, ce sont des manières de satisfaire à l'échelle de la hiérarchie des langues, les grandes langues de culture. C'est une consécration de la prééminence de certaines langues sur d'autres. Alors, ce multilinguisme n'est surtout pas une quête ou une étape vers une langue soi-disant universelle ou un sabir international non plus, qui serait une sorte d'espéranto des temps modernes qui tiendrait lieu, qui remplacerait toutes les langues. Ce sabir international, qui pourrait en l'occurrence peut-être être l'anglo-américain, menace d'appauvrir la langue anglaise elle-même, selon Glissant. Comme la mondialité s'oppose à la mondialisation, la langue dite internationale serait une perte, car s'y engouffrerait une part de l'imaginaire humain, c'est-à-dire, je cite, une part de forêt, de savane ou de trottoir fou. C'est tiré du traité de tout le monde. Ce multilinguisme n'est même pas lié, selon Glissant, aux connaissances spécifiques d'un locuteur et ne suppose pas une compétence particulière. Il s'agirait plutôt, je cite, de la manière même de parler sa propre langue, de la parler de manière fermée ou ouverte, de la parler dans l'ignorance de la présence des autres langues ou dans la prescience que les autres langues existent et qu'elles nous influencent même sans qu'on le sache. Ce n'est pas une question de science, de connaissance des langues, c'est une question d'imaginaire des langues. Alors voilà le mot lancé. L'écrivain est celui qui doit tenir compte de l'imaginaire des langues, c'est-à-dire de toutes les langues du monde dans son écriture. Et c'est là un des concepts clés de la poétique de Glissant, et je vais citer un extrait assez long d'un des entretiens. Il dit ce passage dans lequel il dit que je pense que dans l'Europe du 18e et du 19e siècle, même quand un écrivain français connaissait la langue anglaise ou la langue italienne ou la langue allemande, il n'en tenait pas compte dans son écriture. Les écritures étaient monolingues. Aujourd'hui, même quand un écrivain ne connaît aucune autre langue, il tient compte, qu'il le sache ou non, de l'existence de ces langues autour de lui, dans son processus d'écriture. On ne peut plus écrire une langue de manière monolingue. On est obligé de tenir compte des imaginaires des langues. Donc, c'est tiré d'un des entretiens, et cela rejoint Derrida, qui, dans le monolinguisme de l'autre, dit on ne parle jamais une seule langue. Alors, cette pensée la condition préalable à cet imaginaire multilingue serait donc pour l'écrivain de supposer aboli toute hiérarchie entre les langues. Et cette disposition le conduit tout naturellement à prendre conscience de l'appauvrissement que subissent toutes les langues quand l'une d'elles disparaît. Il dit encore « J'écris désormais en présence de toutes les langues du monde, dans la nostalgie poignante de leur devenir menacé. » Et on remarquera que les deux notions font partie de la même phrase, le deuxième segment paraissant une conséquence du premier. Et Glissant poursuit, maintenir les langues, contribuer à les sauver de l'usure et de la disparition, constitue cet imaginaire dont il faut en parler. Alors, les poétiques inspirées par cet imaginaire se fondent sur l'infinie variance de la relation, sur la variance infinie des nuances possibles des poétiques de langue, ce sont des expressions de Glissant. D'où l'admiration exprimée pour des œuvres qui, comme les derniers textes de Joyce, sont ce qu'il appelle des maquis de langue. D'où aussi l'importance accordée à la traduction, qu'il définit comme un art de l'approche et de l'effleurement, comme une pensée de l'esquive, comme une fréquentation de la trace. Et il y a tout un entretien qu'il a donné à Luigia Patano, qui est publié dans un site internet Monde francophone, qui porte sur la traduction. Et dans cet entretien, il dit, je pense que la traduction sera bientôt un art spécifique. Il dit, la traduction devient un art primordial. Alors il y a toute une élaboration sur la pensée de la traduction. Qu'il ne s'agit pas pour lui de faire des équivalences entre langue X et langue Y, mais il faut, la traduction exige de l'imaginaire. Il revient là-dessus, pas des trucs, mais de l'imaginaire.
Ainsi, la totalité monde ne saurait se concevoir sans son corollaire obligé, celui de la totalité langue. Belle utopie qui, tout compte fait, tend à faire disparaître la distinction entre langue et langage. Dans Poétique de la relation, il écrit « Ne plus démarquer le langage de la langue, c'est supposer que toute langue aura été, en poétique, libérée. Aussi bien écrire, c'est s'éprouver habiter déjà en nostalgie exultante de toutes les langues du monde. Cette nostalgie exultante n'est-elle pas celle d'une langue originelle qui aurait compris toutes les langues dans leur diversité opérante? » Et Glissant écrit dans Poétique de la relation, il est donné dans toutes les langues de bâtir la tour. Et cette conception rejoint les récentes lectures qui ont été faites du mythe de Babel, et tout particulièrement celle du médiéviste Paul Zumthor dans Babel ou l'inachèvement. Et je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour rappeler cette nouvelle lecture de Babel que Glissant sous-entend et qui rejoint celle de certains médiévistes aujourd'hui. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, je vous donne d'abord quelques phrases, je vous cite quelques phrases de la Bible. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Et le Seigneur descend et il n'est pas content. Et alors il dit, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est le texte biblique. Mais Zumthor, le médiéviste qui est décédé il y a quelques années récemment, il émet l'hypothèse que les expressions une seule langue et confondit toutes les langues ne sont pas nécessairement opposées. Il y aurait déjà dans le récit de la construction de la tour l'ébauche d'une diversité linguistique. Dans le terme une seule langue, Zumthor comprend un ensemble de signes assez dégagés des formes naturelles pour pouvoir exprimer ce qui ne relève plus de la nature. Et en effet, je cite, « La langue est étrangère aux langues diverses, par et dans lesquelles elle s'actualise, simultanément ou successivement au cours des siècles. Sans doute, elle n'existe qu'en elle, par elle, mais comme puissance, elle s'en sépare et les transcende. » C'est une citation de Zumthor. Or, les hommes de la Genèse cherchent à réaliser cette propriété suprême de la langue qui suppose l'identité des mots et des choses. Et Dieu leur répond en fracturant leur langage, afin de bien montrer qu'ils ne peuvent prétendre être eux-mêmes, je cite, le lieu d'émergence du langage. Par contre, selon Zumthor, les expressions « ils disent » et « chacun à son semblable » ou « ils se dirent l'un à l'autre » renvoient à une parole déjà divisée, multiple, et introduisent la communication mutuelle collective. Dès lors, conclut l'essayiste, le langage est propre à se revêtir de nos langues. Dès lors, en effet, il permet à l'individu et au groupe de se déterminer réciproquement. Il engendre « je »,« tu » et « nous ». En son essence, le langage est dialogue. Ses autres fonctions dérivent de celle-ci. Fin de la citation. Donc, à une obsession de l'un aurait répondu, selon Zumthor, dès les premiers mots prononcés, un discours annonçant la diversité des langues. Et dès lors, la confusion des langues qui en est résultée n'est plus perçue comme une malédiction, mais plutôt comme l'indice d'une multiplication vitale des libertés mortelles. C'est l'expression de George Steiner dans Après Babel. Multiplication vitale des libertés mortelles. Soit une façon de faire échapper l'humanité à une uniformisation stérilisante. Rien d'étonnant dans ce contexte à ce que l'entreprise de Babel soit considérée comme l'emblème par excellence de l'activité traductrice, et ainsi se réalise le double sens du mot Babel, qui veut dire confusion et porte du Dieu. Babel serait donc depuis le début emporté dans un devenir qui rappelle la figure de la spirale baroque, une figure dont l'inachèvement s'oppose à l'orgueil des tours linéaires et totalisantes des cités modernes. « » Dans Poétique de la relation, Édouard Glissant écrit encore
Par-delà les luttes aiguës contre les dominations et pour la libération de l'imaginaire, s'ouvre un champ démultiplié où le vertige nous saisit. Mais ce n'est pas le vertige qui précède l'Apocalypse et la chute de Babel, c'est le tremblement initiatique face à ce possible. Il est donné, donc dans toutes les langues, de bâtir la tour. Et quand je l'interroge sur le sens à donner à cette dernière phrase, voilà ce qu'il me répond. L'idée du mythe de la tour de Babel, c'est qu'une fois que chacun des travailleurs de la tour a une langue différente, on ne peut plus coordonner le travail et la tour s'effondre parce qu'elle n'a plus de principe unitaire. Autrement dit, l'idée du mythe de la tour de Babel, c'est que pour travailler ensemble, il faut une seule langue et c'est l'idée de la situation du monde actuel où on dit l'anglo-américain devrait être la langue universelle, d'autres disent qu'il faut une langue universelle qui serait l'espéranto. Il dit, et lui, il répond, il dit, moi je dis que non, le devenir de tout le monde n'est pas lié à celui d'une langue unique, que ce soit une langue dominante ou une langue construite artificiellement. Le devenir de tout le monde est lié à la multiplicité des langues. Celle-ci n'est pas un obstacle à la compréhension entre les locuteurs. Et je dis que, par exemple, on peut écouter des poèmes en langue étrangère en étant ému par cette écoute, sans avoir la connaissance de la langue dans laquelle le poème a été écrit. Autrement dit, il y a une certaine opacité dans la fréquentation des langues qui n'est pas un défaut, mais l'acquisition de nouvelles facultés chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et quelques-uns dans cette salle avons eu le plaisir d'assister à ces lectures de poésie en plusieurs langues organisées par Glissant. Il nous demandait à chacun de lire un poème dans sa langue, dans sa propre langue, et c'était extrêmement... C'était vraiment de très beaux moments. Alors, Glissant réinvente le concept de langue commune, une langue dont l'actualisation passe par la multiplicité des idiomes, mais une multiplicité qui doit prendre en compte l'opacité irréductible du langage. Et plus exactement, Glissant installe le plurilinguisme et la diversité dès l'origine. Et ce faisant, il retrouve aussi la réflexion de certains exégètes arabes, et notamment Abdel Fattah Kilito, qui, dans la langue d'Adam, rappelle les thèses selon lesquelles le plurilinguisme était de règle dans les temps du commencement. Et encore, à la verticalité de la tour, il substitue plutôt la figure de l'archipel, qui suppose à la fois l'interdépendance et l'autonomie de chacune des parties. Ainsi, cette image de l'archipel, avec ce qu'elle connote d'unité et d'interrelation, vient en quelque sorte horizontaliser, c'est-à-dire traduire à l'horizontale, transverticaliser, démultiplier ce que la pensée de la tour peut contenir de superbe et d'arrogance. L'archipel des langues, selon Glissant, renvoie à l'opacité nécessaire à la poétique du tout-monde. Et on retrouve l'image de Babel un peu partout, mais justement, je me suis intéressée à voir cette image, par exemple, dans une des nouvelles de Kafka. Et Kafka, lui, laisse entendre que la construction de la ville venait en conflit avec celle de la tour, et que ce conflit expliquerait pourquoi les hommes ne purent achever celle-ci. Donc, il y avait une opposition, et on ne pouvait pas faire la ville et la tour en même temps, et Mais cette dynamique conflictuelle est étrangère à Glissant, qui, comme les exégètes modernes, tentent de lever la malédiction de Babel et revoient le mythe, en précisant qu'une certaine forme de multilinguisme était déjà présente dans le projet de la tour, comme une certaine forme de dispersion existait déjà dans le projet de ville, un projet voué dès le départ à l'inachèvement et à un développement rhizomatique. Alors, je voudrais terminer par une des dernières interventions de Glissant sur la question des langues et qui touche la question de la langue comme absolue. Alors, le dernier entretien que j'ai eu avec lui, c'était en 2009, à l'occasion du Carnet de la Caraïbe. L'association du Tout-Monde avait présenté au public 2 films de Nurit Aviv, la cinéaste israélienne, qui venait tout juste de remporter à Paris le prix Édouard Glissant. Et l'un de ces films s'intitule « D'une langue à l'autre », interrogeait des hommes et des femmes de lettres qui avaient choisi l'hébreu comme langue d'écriture en Israël, mais avaient tous grandi en parlant d'autres langues. Originaires de Hongrie, de Russie, d'Irak et du Maroc, ils témoignent des rapports complexes qui les lient à leur langue d'adoption.
Et l'un d'eux, un poète, déclare même avoir dû assassiner la langue russe pour pouvoir s'approprier l'hébreu. Et c'est à la suite de cette projection que l'idée d'interroger de nouveau Glissant sur la question des langues m'a été suggérée par Patrick Chamoiseau et cette entrevue a été réalisée grâce à la collaboration de notre ami qui était là à ce moment-là. Donc c'est le dernier entretien qui revient à la question des langues puisque c'est par là que j'avais commencé à... Enfin, c'était le sujet aussi du premier entretien que j'avais fait avec Glissant en 1991. Et lui, il répond, mais cette question de l'absolu, pourquoi les écrivains ont l'air si accablés? Pourquoi c'est si douloureux d'avoir... Puisque, comment articuler ça avec la notion de multilinguisme? Parce que ces écrivains avaient une langue au départ, ils ont appris l'hébreu, mais ils ont dû assassiner leur langue première pour maîtriser l'hébreu. Donc c'est tragique, c'est pas simple, c'est pas... Alors il répond, certains de ces écrivains ont l'air accablés, ils n'ont manifestement pas l'air exultants ni heureux de leur sort, et je crois que c'est parce que ce sont des personnes qui appartiennent à des civilisations occidentales pour lesquelles la langue est un absolu. Et dans ces conditions, l'hébreu d'une part, ou l'allemand d'autre part, ou l'hébreu et le hongrois, ou l'hébreu et l'arabe, apparaît comme un occupant, l'occupant d'un territoire d'absolu que d'autres occupaient avant. Alors, il dit le problème, c'est que l'hébreu comme langue absolue remplace d'autres langues absolues. Et il dit cela crée une contradiction, un pathos, un pathétique. On ne peut dépasser ce pathétique qu'en acceptant l'idée qu'il n'y a pas de langue absolue. C'est difficile aujourd'hui pour des gens qui ont l'habitude des langues absolues de dire qu'il n'y en a plus. Donc, c'est comme un dernier mot de Glissant, comme il n'y a pas de supériorité d'une langue sur l'autre, il ne peut pas y avoir de langue absolue, d'absolu de la langue. Donc ce sont là des notions fondamentales. Il y a eu des... et là, quand je lui demande quelle différence y a-t-il entre l'hébreu comme langue absolue et les langues absolues de occidentale, il dit il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que la volonté politique de la langue russe, de la langue allemande, de la langue hongroise s'est manifestée il y a longtemps dans l'histoire de l'Europe, tandis que la volonté politique de la langue hébreu s'est manifestée il y a très peu de temps. Il dit l'absolu politique de la langue française, c'est à partir de la réunion du royaume français sous Louis XIII et Louis XIV avec Colbert et autres. Donc, cette notion de langue absolue, il la récuse parce que elle s'oppose à sa conception du tout-langue et du multilinguisme. Et je voudrais terminer en vous lisant un extrait justement de ce dernier entretien dans lequel Glissant nous fait une démonstration magnifique de ce qu'il entend par créolisation. Et il décrit, il donne un exemple de processus de créolisation. Et alors il dit, pourquoi est-ce que, je lui pose la question, quand il y a une archipélisation, est-ce qu'il y a forcément une créolisation des langues? Mais il dit oui, mais attention, la pénétration des langues était considérée autrefois comme un malheur. On ne voulait pas qu'il y ait des mots français dans la langue anglaise, des mots anglais dans la langue française, ce qui est une absurdité. Parce que la moitié des mots de la langue anglaise viennent du français après le débarquement des Normands au Moyen-Âge. Qu'il y ait des mots anglais qui viennent dans la langue française, c'est normal. Ce n'est pas cela la créolisation. On a tort de se défendre contre cela. Ce sont des conditions d'existence du monde moderne, tout simplement. La créolisation, c'est autre chose. C'est l'entrée de systèmes d'images poétiques d'une langue dans une autre. C'est ça la vraie créolisation. Ce n'est pas une question de mots. Par exemple, quand les élèves martiniquais disaient « stop seeking », seeking voulait dire pour eux faire du sucre. Or, ça n'a de sens dans aucune langue, ni en français ni en anglais. To be seeking signifie être en train de faire du sucre. C'est-à-dire de casser du sucre sur le dos de quelqu'un ou de faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas. Or, c'est une poétique, car ce n'est pas un emploi de mots, c'est un emploi de forme grammaticale.
Cette forme grammaticale s'applique à un mot qu'ils inventent, eux. Il y a là une créolisation totale. On emploie une forme anglaise, to be seeking, avec un mot qui vient de nulle part. Seeking vient de sucre, seek en créole, et on crée quelque chose qui est nouveau dans n'importe quelle langue du monde. Et ça, c'est la créolisation réelle, selon Glissant. Je vais vous donner un exemple très précis. Alors, la pensée du tout-langue chez Glissant, c'est une pensée archipélique qui oppose la totalité à l'universel, comme le divers est l'esprit de système, pour traduire en des poétiques entremêlées l'infini détail du réel. Pour Glissant, les langues sont nos paysages, que la poussée du jour change en nous. C'est extrait du traité du tout-monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lise Gauvin. Je vais reprendre un petit peu quelques points pour peut-être les engager à nouveau dans la discussion. Traditionnellement, je pose la première question et ensuite, intervient à son tour. Je voudrais repartir peut-être de ce mythe de Babel que vous avez relu à partir notamment de vos auteurs, pour dire aussi que, évidemment, c'est un mythe qui est très commenté et que le renversement du mythe comme version négative de la multiplication des langues, en une version positive, on la trouve effectivement depuis le Moyen-Âge, et je pense d'ailleurs souvent, quand il s'agit de cette affaire, à la version de Herder, qui était ce romantique allemand, qui lui a proposé effectivement d'emblée de dire que justement cette multiplication n'était pas un châtiment, mais était plutôt la nécessité proférée par obligation, mais proférée par Dieu et ressentie par obligation, de passer par toutes les langues. C'est-à-dire que le sens nécessairement doit passer par la traduction, ne peut jamais s'exprimer en langue directe. Alors, en même temps, voilà, je me disais, mais qu'est-ce qui fait la distinction entre la pensée d'un romantique allemand, hostile effectivement à ce qu'on pouvait appeler, je m'amuse, à la pensée unique ou la langue unique qui serait celle des Lumières, celle du concept, bon, la langue ancienne, on pourrait dire, pour simplifier. Qu'est-ce qui fait la différence avec, entre, je ne sais pas moi, cette version que défend Édouard Glissant et celle d'un romantique allemand qui défendait les cultures singulières, qui refusait l'universel et qui défendait le génie des peuples. Et il me semble, ce que je voulais vous soumettre, que quand même dans l'idée d'une langue commune, Édouard Glissant échappait peut-être à la glorification du multiple pour le multiple, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus il y a de langues, finalement mieux c'est. Évidemment, plus il y a de langues, mieux c'est, mais en même temps, qu'est-ce que représente une langue? Est-ce qu'une langue représente le génie d'un peuple en particulier? Et alors à ce moment-là, on est dans la présence d'un peuple à sa langue. Il me semble plutôt que chez Édouard Glissant, il y a l'idée que les langues disparaissent en effet, et que s'il faut écrire en présence de toutes les langues, c'est dans ce spectre d'une disparition continuelle des langues. C'est non pas dans une présence des langues à un peuple, mais plutôt dans la possibilité que ces langues s'absentent et qu'il faut leur donner un écho, qu'il faut leur donner, oui, une version peut-être fantomatique, mais qu'il faut les faire parler à nouveau. Et qui est-ce qui a particulièrement conscience de cela? C'est, vous l'avez rappelé, l'écrivain. Et vous avez commencé par là en parlant de la surconscience linguistique des écrivains. C'est-à-dire, il me semble que cette surconscience linguistique, c'est peut-être aussi le fait que l'écrivain particulièrement a conscience non pas forcément de la multiplication des langues ou de la multiplicité des langues dans une langue, mais a conscience qu'il y a des voix mortes dans sa langue. D'ailleurs, quand vous citez l'hébreu, je pense que quand même, ce qui est le grand enjeu de l'hébreu, c'est que c'était une langue morte, une langue parlée dans l'intimité d'une religion, et qui tout d'un coup devient une langue nationale, et qui donc du coup change de statut. Et c'est l'hébreu lui-même qui change de statut, plus d'ailleurs que l'affaire d'abandonner sa langue, puisqu'on n'abandonne jamais complètement sa langue dite maternelle ou originelle ou première, etc. Et que le problème est différent d'une langue nationale, ça, comme le français qui a obligé de détruire les dialectes ou l'arabe par rapport au berbère, etc. Enfin bref. Alors,
là, me semble-t-il qu'il y a deux options pour les écrivains qui sont surconscients de cette perte. Il y a l'option de l'amoindrissement, ça serait un peu la version Beckett, pour parler des écrivains qui ont écrit dans plusieurs langues, ceux qui sont dans le défaut, qui sont justement dans l'idée, dans la telle conscience qu'une langue charrie toutes les autres, qu'il faut les défaire, il faut les épuiser, etc. Et puis il y a la version baroque, ce serait la tendance, donc celle de Glissant, à multiplier les imaginaires, à être dans l'excès, etc., et valoriser ceux qui sont dans l'excès. Alors, bon, je tissais un petit peu ça à travers votre discours, mais j'aboutis à une question que je voudrais vous poser. C'est à propos, non pas de la théorie des langues chez Édouard Glissant, mais de sa pratique. C'est-à-dire la langue d'Édouard Glissant lui-même. Et pour un petit peu lancer le débat et peut-être provoquer un petit peu, je me demande si cette langue, qui est censée être la langue du multiple, qui est censée être la langue mélangée, n'a pas aussi quelque chose malgré tout de classique. C'est-à-dire que moi quand je lis et que je relis avec un immense bonheur les textes de Glissant, pas seulement les textes théoriques, je lis de plus en plus d'ailleurs les textes littéraires, je suis sensible quand même non seulement à la poésie de la langue, mais aussi au souci des périodes. Le rythme extrêmement... il y a des balances rythmiques qui sont finalement, qui pourraient être considérées, me semble-t-il, parfois comme classiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le débridé, dans le Joyce, voilà, on n'est pas dans une prolifération, mais quand même dans une construction, alors certes, avec un mélange aussi poétique, avec une oralité mais comme c'est magnifiquement rythmé, composé, avec des périodes, donc, alors certes, on peut dire qu'il y a un baroque dans la construction, effectivement dans la polyphonie, mais voilà, je me demandais finalement si on n'était pas amené peut-être à déjouer ces oppositions peut-être entre langue multiple, langue unique, et puis là par exemple entre langue baroque et langue classique, même si elles sont revendiquées, est-ce que c'est finalement aussi distinct que cela? Oui, bien, c'est sûr qu'on ne peut jamais... les questions de langue sont toujours extrêmement complexes et il est très difficile de qualifier exactement la langue d'un écrivain. Mais je reviens à ce que vous disiez à propos des choix possibles à la Beckett ou à la Joyce, là, on peut dire l'excès ou la retenue extrême. C'est la théorie de Deleuze et Guattari dans leur livre sur Kafka. De toute façon, changer la langue. Kafka serait du côté de Beckett pour la langue allemande et Joyce autrement. Bon, je crois que ce sont des choix qui s'offrent aux écrivains, mais je pense que chez Glissant, ce que je crois, c'est que justement, il y a un traitement de la langue extrêmement complexe et il faudrait, pour comprendre vraiment Glissant, il faudrait connaître à fond la langue créole. Il utilise les structures de la langue créole. Il y a des études qui ont été faites et il utilise toutes les techniques de conteur, des conteurs dans sa période, qui nous paraît peut-être classique, mais qui est liée à une forme d'oralité aussi créole. Et je crois qu'il y a une sorte de traitement absolument original de la langue qui n'appartient à personne d'autre et il faut décrypter, il faudrait décrypter ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas la compétence exactement pour le faire, mais certains ont vu justement comment il a détourné la langue, comment il en a fait ce qu'il appelle une poétique. Et je crois que son traitement de la langue est un traitement de poète. Et même lorsqu'il écrit ses essais, il les écrit en poète. Il n'y a jamais une phrase banale chez Glissant et je crois qu'il a trouvé sa langue d'écriture qui l'emprunte aussi bien au baroque qu'au classicisme, au créole et dans une architecture absolument originale qu'on n'a pas fini de découvrir. Et j'aurais du mal à la qualifier, l'enfermer dans une catégorie.
plutôt que l'autre. Et je crois que tous, par exemple, tout son lyrisme est inspiré de multiples sources. Oui. Une question, souvent, si les langues ne sont pas faites pour un jour exister, puis mourir un jour, pas être transformées, etc. Et que ce qui a figé en fait toutes les langues, c'est qu'on est passé de l'oralité à l'écriture, et l'écriture a figé les langues. On a perdu beaucoup de langues orales qui n'ont pas été transcrites, donc au cours de l'humanité, donc on a perdu beaucoup de langues qu'on ne retrouvera jamais, puisqu'il n'y a pas d'écriture. Et je me souviens aussi d'un texte que j'avais lu il y a très longtemps de l'italien, du cinéaste italien qui parlait des langues régionales orales qui disparaissaient parce que les langues n'étaient pas écrites et se posait la question de savoir s'il ne fallait pas aussi essayer de transcrire ces langues avant qu'elles ne disparaissent. C'est aussi voilà. Et je trouve que le questionnement que se pose glissant me rappelle le questionnement que se posait Pasolini. Voilà, pour savoir si vous avez. C'est sûr qu'il y a des langues qui disparaissent, mais quand elles ne sont pas écrites, mais surtout quand, c'est une des questions que je pose dans le dernier entretien, elles disparaissent quand les locuteurs ne sont plus là, lorsque la population disparaît. Mais lui n'a jamais dit qu'il fallait qu'une langue soit écrite pour qu'elle vive. Non, mais c'est sûr que c'est un signe de pérennité d'avoir une écriture, que les langues soient écrites, mais c'est lié en fait, finalement, les langues disparaissent, c'est lié à un certain contexte politique, on peut dire. Si les gens de telle communauté disparaissent, sont dispersés. Oui. J'aurais aimé évoquer un écrivain du 19e, à savoir Arthur Rimbaud, parce qu'il me semble qu'il y a une chose très particulière et qu'elle m'a porté suffisamment attention dans Arthur Rimbaud, qui à l'éclairage de ce que dit Vincent, enfin, on m'éclaire quelque chose chez Arthur, c'est le fait qu'au moment où il s'arrête d'écrire, pour imaginer que le TGV, avant qu'il s'arrête, il y a un petit moment avec le moteur continue à chauffer. Au moment où il s'arrête d'écrire, il y a une espèce de folie de langue qui s'empare de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il part à Java, là c'est le néerlandais et c'est Java. Il part à Chypre, là on est dans la langue grecque. Il est en Allemagne et il passe son temps dans un placard à apprendre les langues slaves, enfermé dans un placard depuis un dictionnaire allemand vers le russe. Il fait le projet de partir, de s'enrôler dans une armée espagnole en tant que mercenaire, ce qu'il n'a pas fait, mais pour pouvoir uniquement apprendre la langue espagnole. C'est-à-dire qu'au moment même où il s'arrête d'avoir un rapport à la langue française en tant qu'écrivain, il y a une espèce de folie de langue, et ensuite, quand il s'agira d'apprendre l'arabe et tous les dialectes arabes, il les apprendra à une vitesse tout à fait surprenante. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça, chez Arthur Rimbaud, de noter qu'au moment où il s'arrête d'avoir un rapport à la langue française en tant qu'écrivain, il y a une multiplicité de langues qui commence à apparaître dans sa pratique réelle. Ah oui, c'est intéressant. Mais il y avait déjà une très grande conscience de tous les parlers régionaux dans la poésie de Rimbaud. Il y a l'usage de plusieurs. On a repéré beaucoup d'usages régionaux, etc., qui n'apparaissent pas nécessairement facilement, mais cette étude-là, donc il y avait un intérêt probablement déjà assez profond, assez marqué pour la diversité des langues. Voilà, et un imaginaire des langues qui Mais qui aboutit quand même à un arrêt de l'écriture. Pas sûr. Oui. Est-ce que l'arrêt, déjà on parle beaucoup d'un arrêt de la publication, Oui. Pas qu'on fait l'arrêt de la publication de l'écriture, il y a un passage notamment dans la lettre du Saint-Gothard qui est une poésie sur le net, il y a des personnes qui disent que c'est la dernière illumination, ce petit passage, mais c'est pas arrêté comme ça. Et d'autre part, il y a ce phénomène de transcription de quelque chose qui avait lieu dans l'écriture en relation avec la langue française et qui soudain se déplace dans l'imaginaire.